d'être là. Alors, je voudrais vous dire ceci, au cas où vous ne le sauriez pas, que la révolution féministe a bien eu lieu. Elle fut un événement qui a marqué un tournant fondamental pour les femmes et les hommes et le mouvement révolutionnaire. Elle a ouvert une nouvelle manière d'être au monde, de penser la vie quotidienne, de vivre son corps, le désir. Elle a introduit dans la question sociale et politique une dimension jusque-là invisible, celle de la nécessité d'abolir la domination des hommes sur les femmes. Elle révélait que cette domination modèle tous les modes de production et la forme, le contenu de la lutte des classes. Posons-nous la question, quel est le destin d'une révolution qui n'intègre pas dans son mouvement l'abolition de cette domination? Eh bien, celle de porter en son sein les germes d'une reconstruction de l'inégalité et de l'oppression qui affectent le devenir même de la révolution. Les femmes ont ainsi posé la nécessaire subversion du lien social et de la subjectivité, et donc de la subversion de la relation entre nous les femmes et entre les femmes et les hommes, qui devait redéfinir une nouvelle pratique de la politique. Mais si la révolution féministe a bien eu lieu, on n'a pas cessé depuis de vouloir en effacer les effets, d'en édulcorer les conséquences aussi bien à gauche qu'à droite. La nouvelle pratique de la politique que le mouvement de libération des femmes appelait n'a pas eu lieu. La persistance patriarcale des structures politiques et institutionnelles, économiques, témoigne de ce que cette structure de domination est un système d'ensemble qui nous prend dès l'enfance et ne nous lâche plus. Elle détermine la résistance aveugle ou sourde à tout changement radical dans la manière de travailler, de vivre ou de militer ensemble. Souvenez-vous, il n'y a pas encore très longtemps, des journalistes ont lancé une pétition pour s'élever contre le machisme dans leur travail, avec cette naïveté en disant mais on croyait que depuis l'affaire DSK, eh bien quand même les hommes se poseraient certaines questions. Et voilà, quelques années après, elles se disent ah ben non, les hommes n'ont posé aucune question. Et elles se réveillent maintenant, comme quoi il n'est jamais trop tard. Pourtant, ce quelque chose qui a changé le monde persiste. Et ce, malgré les reculs idéologiques et politiques, les destructions sociales. Mais ne péchons pas par optimisme, ce quelque chose qui persiste pourrait ne jamais dépasser le stade de ce que nous voyons aujourd'hui, le retour obstiné des échecs qu'il faut à chaque fois surmonter, réparer. Or, le mode de la réparation est le mode de la survie et non celui de la lutte pour dépasser cet état de fait. Il laisse en place la machine qui, bien sûr, a le temps pour elle. Car notre époque a vu la disparition du mouvement de libération des femmes en de multiples associations réduites à se battre sur le local, dos au mur, ce qui a d'ailleurs sauvegardé l'existence du mouvement féministe. Elle a vu l'intégration de ces intellectuels dans les institutions, et cela, bien sûr, nous a permis de conquérir de nouveaux territoires de l'avancée. Mais elle a vu aussi, avec cette institutionnalisation et cette dispersion, la disparition de l'idéologie révolutionnaire au profit d'une posture de revendication s'inscrivant dans l'ordre dominant, juridique et moral. D'où notre piétinement et notre connivence inconsciente avec cet ordre dominant. Si l'analyse de la construction des identités de genre est un réel apport au mouvement féministe et permet donc de mieux analyser la construction idéologique à laquelle nous sommes soumis et soumises, vous messieurs comme nous les femmes. La focalisation sur ce décryptage voit la perte d'une analyse théorique d'ensemble de la condition politique et économique des femmes. On privilégie une analyse par découpage en groupes répertoriés. Alors, il y en a, femmes battues, femmes au travail, femmes prostituées, droit à l'avortement, droit à la reproduction, parité, femmes lesbiennes, noires, musulmanes, etc. Et bien sûr, chacune de ces batailles était nécessaire à mener.
Mais on a perdu la vue d'ensemble. Les grandes manifestations pour une politique alternative, dans les différents forums alternatifs que l'on prise tant, ont noyé le mouvement féministe. Et les marches des femmes qui maintiennent une certaine visibilité et une coordination nationale ou internationale butent sur leur pérennisation et le sens politique. C'est bien de quoi nous parle Clémentine Autain. Le monde alternatif, il faut bien le dire, apparemment n'a rien intégré du mouvement de libération des femmes. Comme quoi, un mot ne fait pas le printemps et un concept peut perdre sa valeur sémantique. L'idéologie patriarcale comme système se maintient ou se renforce avec la montée en puissance du néo-capitalisme financier qui porte partout le chaos et la guerre, jetant les femmes dans une précarisation de plus en plus grande et favorise une régression idéologique chez les femmes elles-mêmes. Notre défaite actuelle, qui se lie dans les noyaux de résistance multiples auxquels nous sommes réduites, est liée en même temps, il faut le dire, à la défaite du mouvement ouvrier révolutionnaire sur notre continent. L'abandon de la théorie radicale féministe qui liait féminisme et marxisme, lutte des femmes contre le patriarcat et lutte des classes, et qui remettait en question à travers le concept de structure patriarcale, que l'on a laissé tomber, la domination des hommes et l'exploitation des femmes dans la famille à l'appareil d'État et dans ses institutions, dans l'appareil productif et dans la constitution des partis et syndicats, a laissé place à des formes de dénonciation multiples réclamant une émancipation sans révolution. Remarquons que beaucoup de femmes s'émancipent, sans que cela remette en question le système hiérarchique de domination. Au contraire, un féminisme libéral bourgeois peut s'épanouir et, mon Dieu, pourquoi pas. Mais voilà, ça ne change rien à notre oppression d'ensemble. Et celles qui accèdent à leur émancipation en payent durement le prix, soit en subissant des brimades, soit en se croyant tenues lorsqu'elles sont dans la hiérarchisation à un poste de pouvoir, eh bien, d'accentuer une posture agressive. La lutte des femmes a suivi l'érosion des luttes de la classe ouvrière et l'érosion inexorable de l'idéologie révolutionnaire au profit du réformisme, dans la montée du capitalisme libéral qui a déstructuré le monde salarial et a vu la montée en puissance de l'idéologie petite bourgeoise dans les partis et syndicats. Car on parle peu de l'idéologie. On parle de l'économie, mais on parle peu de l'idéologie dans laquelle que nous reproduisons. S'ensuit la dérive social-démocrate de toute la gauche. Je pense que le Parti socialiste n'est pas seul concerné. Je parle bien de toute la gauche. Parce qu'au fur et à mesure où le Parti socialiste glisse sur sa gauche, et bien sûr, il faut toujours remplir le vide laissé. Sur sa droite, excuse-moi. Oui, voilà, je suis dyslexique. Voilà. Eh bien, il faut remplir le vide, et bien sûr, toute la gauche de la gauche glisse avec le Parti socialiste. Mais ça, je veux dire, on ne le prend pas au sérieux, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Vous savez, l'insu inconscient de l'idéologie, c'est terrible. Ça nous saisit, mais on ne s'en aperçoit pas. Donc on peut dire, pour moi, je vous parle, c'est un point de vue que je défends, attention. Après, vous pourrez me sauter dessus. S'ensuit la dérive social-démocrate de toute la gauche et la politique de préservation des acquis et des pouvoirs locaux, au détriment d'une lutte des classes qui se trouve de fait lissée par de multiples négociations avec la bourgeoisie. La structure des organisations est basée sur la notion d'ascenseur social, calquée sur la division sociale du travail, ce qui bien sûr privilégie une représentation intégrée à la représentation démocratique bourgeoise que l'on appelle encore idéologie républicaine. Représentation hiérarchique et patriarcale où bien sûr chacun a sa chance, mais qui favorise l'accès des hommes aux postes de direction, et lorsqu'une femme y accède, elle est tenue bien sûr de reproduire cette même idéologie. Dans le sillage d'une démocratie que l'on idéalise sans en analyser ni la fonction, ni le socle constitutif comme appareil d'État, les femmes se contentent de réclamer, d'ailleurs comme nous tous, une meilleure justice, une meilleure redistribution des places et une égalité des salaires sans remettre en question le système patriarcal dans son ensemble,
qui est un système, je le rappelle, intégré au rapport de production capitaliste. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Car enfin, il faut savoir que la notion de justice, qui peut parfois être utilisée de manière tout à fait efficace, hein, c'est pas que je suis contre, mais enfin il faut savoir ce que ça veut dire la notion de justice. La notion de justice est quand même une catégorie philosophico-juridique, bourgeoise, qui renvoie à la constitution de tout l'appareil d'État. Si bien que l'on ne saurait lutter pour l'égalité des femmes et des hommes et pour une nouvelle conception de la liberté, parce que c'est ça, hein. Si on ne pose pas l'égalité des hommes et des femmes, on ne peut pas concevoir une nouvelle liberté. On ne peut pas donc lutter pour l'égalité des femmes et des hommes sans lutter en même temps pour le passage au communisme. C'est-à-dire pour l'abolition des rapports de production capitalistes. Je dis bien rapports de production capitaliste, parce qu'en général, on dit capitalisme. Le mot capitalisme, finalement, devient une notion, on ne sait plus à quoi ça renvoie. Alors pour les trois quarts, maintenant, le capitalisme, c'est la division entre riches et pauvres. C'est pas la division entre riches et pauvres, ou c'est les élites qui nous gouvernent. Non, c'est pas ça. Ce sont des rapports de production. Alors que veut dire, là aussi, il faudrait revenir à qu'est-ce que ça veut dire capitalisme. C'est pas la division entre riches et pauvres. Ce sont des rapports de production. Et ce communiste de nouvelle génération que l'on cherche, paraît-il, ne saurait se penser sans la dialectique féminisme-communisme. Mais la nouvelle génération des communistes, je suis désolée de le dire, ne semble pas décoller de cet impossible à penser. Il n'y a donc pas, pour moi, pour l'instant, de construction d'une pensée théorique et d'une pratique d'un communisme de nouvelle génération. On piétine. Comme la gauche tout entière, nous sommes incapables d'analyser les formes de la reproduction du mode de production capitaliste et patriarcal. On ne devrait jamais parler de mode de reproduction capitaliste sans parler de la reproduction patriarcale. C'est impossible. N'oublions pas que ce qui compte pour un mode de production, ce n'est pas simplement les questions de la production, mais avant tout, celles des conditions de sa reproduction sans laquelle il s'effondrerait. C'est pour ça que, si vous voulez, les analyses d'Althusser sont sans pareil. Il est le seul théoricien, si vous voulez, qui s'est penché sur les conditions de la reproduction d'un mode de production. Et ça, on ne s'est pas suffisamment penché, on ne l'intègre pas dans l'analyse du processus capitaliste. Ce qui veut dire que la lutte des classes ne se réduit pas à la lutte économique, mais pose de manière décisive la question de la bataille idéologique pour construire les bases d'une adhésion populaire. La question de ce qui touche réellement la subjectivité y est engagée. Si bien que le mode de production capitaliste, qu'il a très bien compris, ça, il l'a très bien compris, s'appuie sur une superstructure idéologique et politique et un maillage du discours au quotidien, suffisamment efficace pour que nous nous leurrions sur les objectifs à défendre et le sens à donner aux luttes que nous menons. Nos dénonciations répétées sans constitution d'une force réellement révolutionnaire entretiennent une soupape de contestation qui, à la longue, je pense, désespère chacun et chacune. Car contrairement à ce que nous croyons, nous ne sommes pas extérieurs au discours dominant, bien sûr. On croit toujours que nous, eh bien, on ne serait pas pris dedans. Mais on y est complètement pris. C'est ce qui fait que nous sommes, eh bien, dans le marigot en même temps que les autres aujourd'hui. Notre opposition fait partie d'un système démocratique qui se sert de cette opposition même pour intégrer tout mouvement révolutionnaire dans ses cadres. Si on n'a pas conscience de ça, eh bien, on a cette naïveté qui fait que le discours dominant peut se reproduire en toute tranquillité. Mais non, on le reproduit nous-mêmes, ce discours dominant. Nous sommes pris dans ces énoncés et dans les nœuds de pouvoir dispersés dans tout le corps social. Nous en faisons activement partie, mais à notre insu. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la question de l'inconscient dans cette reproduction d'idéologie. Il faut partir du fait que nous ne prenons pas spontanément conscience que nous faisons partie de la reproduction d'idéologie. Donc si on se penche un peu sur la question de l'inconscient, il y a des choses qu'on débloquerait en effet au niveau de la subjectivité et de notre compréhension de la reproduction idéologique.
Casser la construction d'un mouvement révolutionnaire en le contraignant à se contenter d'une résistance est déjà une victoire pour la bourgeoisie et le capitalisme. Nous passons ainsi de la puissance à l'impuissance, du désir à la demande, adressée à un grand hôte censé répondre à nos besoins. Et nous oublions de nous constituer en mouvement révolutionnaire ayant sa base théorique et son idéologie propre, ce qui fait quand même le propre du mouvement ouvrier et le propre aussi du féminisme. Nous avons au contraire, vous le remarquerez, envoyé aux orties toute tentative de revenir à la théorie marxiste, sauf à la cantonner dans des endroits très spécifiques, et à son histoire qui a fondé le propre du mouvement ouvrier. Là encore, la force du discours dominant a gagné. Ça ne veut pas dire qu'il gagnera toujours, bien sûr. Mais enfin, il faut avoir quand même, je veux dire, il faut qu'à un moment donné, on s'arrête un peu en se disant, mais comment ça se fait que ce discours a gagné? D'ailleurs, les questions, j'ai remarqué, ce sont les questions primordiales qui se posaient dans la salle lorsque Clémentine Autain est intervenue. Sinon, nous comprendrions que s'en tenir à des revendications, c'est se tenir sur le terrain de l'économisme qui reste dans les limites d'une réclamation de droit à inscrire. Si cette lutte est nécessaire, même décisive quelquefois, elle ne remet pourtant pas en cause les rapports de production et de domination, mais vient simplement améliorer leur fonctionnement. Ce qui, lorsqu'on est au stade où l'on est aujourd'hui, ce qui est déjà pas si mal. Mais enfin, c'est insuffisant. Ça ne fait pas qu'il puisse y avoir un mouvement véritablement révolutionnaire. Ainsi, la lutte contre l'austérité que les femmes ont repris à leur compte a laissé tomber la lutte contre le patriarcat qui inclut, je le redis, la lutte contre le mode de production capitaliste. Cette lutte n'est pas lutte contre la seule austérité ou contre tel ou tel excès, mais lutte contre les rapports de production et pour le passage à un autre mode de production. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne lit pas intimement communisme et lutte de classe, eh bien, on patinera. On patine ou on régressera, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Prenons par exemple l'inégalité des salaires entre hommes et femmes. N'est-elle pas une inégalité constitutive de la division sexuelle du travail qui structure tout le mode de production capitaliste? Demander l'égalité des salaires est une bataille à mener au quotidien et peut-être gagnée, c'est vrai, dans tel et tel secteur, et c'est important. Mais elle cache l'essentiel, que telle ou telle victoire reste précaire et locale. Car gagner une bataille n'est pas gagner la guerre, qui, elle, vise ce qui constitue cette division, l'ensemble du processus de production, qui voit l'intrication des rapports de production capitalistes et des rapports de domination des hommes sur les femmes. Cela demande bien sûr une vision stratégique qui dépasse les batailles dispersées. Cette division oppose efficacement les hommes et les femmes et donne une satisfaction compensatoire aux hommes comme aux femmes pour qu'ils ne s'unissent pas dans un même élan révolutionnaire. On peut faire la même remarque pour la parité. Réclamer la parité fait partie d'une lutte au quotidien. Mais cette précarité, il faut le remarquer bien sûr, est précaire, fragile, locale, et relève d'une demande de place dans les instances de pouvoir sans remettre en question la structure de ce pouvoir, le système démocratique bourgeois lui-même, basé sur l'idéologie de la division socio-économique patriarcale. Ainsi, la lutte pour la parité fonctionne comme un leurre si elle ne se rattache pas à la remise en question de tout l'appareil d'État et de ses institutions. Et en effet, c'est la question de l'État que l'on ne pose jamais. C'est dire que la lutte contre la structure patriarcale doit être intrinsèquement inscrite dans la lutte révolutionnaire et non pas simplement en lien avec elle, ce lien étant toujours pensé comme secondaire, donc menacé de n'être pas compté, sauf à la marge. Une telle lutte doit allier bataille idéologique, politique et économique. Et pour que la lutte idéologique soit efficace, elle qui détermine le sens et l'ampleur des luttes, donc leur vigueur, contre l'endormissement qui nous gagne, il nous faut une théorisation de la conjoncture et la construction de rapports de force qui soient à la hauteur des enjeux politiques. Il nous faut une mobilisation pratique et psychique, dont les ressources sont à chercher dans la prise de conscience de l'ampleur sans précédent de la lutte des classes mondiales, et qu'une guerre est à mener, et non pas simplement des protestations et des revendications. Parce que cette guerre,
eh bien en face on la mène, et on la nomme en tant que telle, lutte des classes et guerre, car le patronat utilise, il le dit, on mène une lutte des classes contre, mais nous on ne le dit pas. Pour cela, en le liant aux luttes contemporaines, pour moi, le retour à Marx est notre socle constitutif. C'est pour cela que le féminisme se nourrit des apports de la théorie marxiste, comme la théorie marxiste a été réinterrogée, remodelée par la théorie féministe dans sa conception de la lutte des classes. Car les femmes sont elles-mêmes, il faut le rappeler, traversées par la constitution en classe, comme les classes sont constituées dans la structure patriarcale. Les partis, syndicats, la classe ouvrière, comme les classes populaires ou bourgeoises, malgré de nombreux changements, sont restés machistes, sexistes. Non pas par nature, bien sûr, mais parce que la reproduction de l'idéologie dominante est efficace et qu'elle fonctionne aussi bien à travers la structure même des partis de gauche. Et l'on ne saurait changer cela de l'intérieur, car le système parti est lui-même constitué de manière dominante pour sa propre reproduction. Cette efficacité de l'idéologie, le système dominant l'a très bien compris et il y met tout son poids. D'où cette manière d'utiliser les médias, mais aussi d'intégrer tous les intellectuels. Et aussi les universités, l'école, etc. La bataille des universités de l'école est primordiale. À cette mobilisation idéologique et politique de la classe dominante, nous répondons par la désertion théorique et politique. Je dis bien théorique, parce que vraiment c'est un socle qui nous manque. Encore une bataille perdue et nous sommes prêts à louer notre ignorance en brandissant l'arme suprême. Nous sommes à l'écoute des besoins. Ce mot de besoin m'a toujours posé problème. On croit qu'on est à l'écoute des besoins, mais est-ce qu'on sait ce que c'est que vraiment les besoins des gens? Et si le besoin des gens, hypothèse, était justement non pas de s'en tenir à la question économique, mais de changer de niveau, pour se sentir suffisamment armés théoriquement et idéologiquement pour être confiants dans leur lutte, donc dans nos luttes. Sans théorie révolutionnaire, je le rappelle, la thèse léniniste, sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. Alors question, comment s'émanciper réellement si on ne remet pas en cause la structure étatique comme tous les appareils de reproduction qui le soutiennent? Nous avons abandonné les bases d'une théorie révolutionnaire et son expansion populaire, comme nous avons abandonné la théorie féministe aux universités. Aujourd'hui, la gauche est complice, je le dis, du lavage de cerveau que mène la bourgeoisie et favorise une confusion et un immobilisme idéologique sans précédent qui profite à l'extrême droite. On évoque Jaurès, la Révolution française, certes, c'est très bien, en passant, je le rappelle, sur le corps de Marx, Lénine et Mao. Je recite des noms qu'on n'ose même plus citer. En expurgeant de notre mémoire la Commune de Paris et la Révolution d'octobre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des milieux où on n'en parle pas, mais je parle au niveau populaire, au niveau de la transmission, de l'hégémonie du discours que l'on devrait avoir. Eh bien, comme la bourgeoisie, vous le remarquerez aujourd'hui, tente d'effacer le rôle de l'armée rouge dans la Deuxième Guerre mondiale. Or, ne l'oublions pas, l'enjeu politique et social de la Commune de Paris, comme celui de la Révolution d'octobre, était de poser la question de la destruction de l'État et non celui de l'améliorer comme on tente de le faire aujourd'hui en voulant revenir en arrière jusqu'à évoquer les temps heureux du capitalisme industriel et le simple retour à l'état des services publics. Là aussi, question, qu'est-ce que c'est que des services publics? Comme si les services publics vivaient une vie propre et n'étaient pas liés à la reproduction de l'ordre étatique. Donc lorsque l'on dit il faut se battre pour les services publics, pour leur maintien, moi je suis tout à fait d'accord, mais il faut savoir les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit cela, c'est-à-dire qu'est-ce que ça, à quoi c'est lié? Ben, c'est lié à tout l'appareil d'État, à toute la reproduction de l'appareil d'État. Donc quel type de bataille on mène dans le service public? Le restaurer simplement? Eh bien on restaure l'appareil d'État tel qu'il est. Donc là, il y a une contradiction que si on veut mener une véritable lutte des classes dans les services publics, il faut savoir aussi de quoi on parle. C'est cette nécessité de la disparition de l'État que Marx a tenté de penser sous le concept de dictature du prolétariat. On y reviendra, il ne s'agit pas d'en parler là, mais je rappelle le concept.
Les grands débats sur l'histoire de la théorie marxiste ne fondent plus la pensée des jeunes militants et de la jeunesse d'aujourd'hui. Les critiques et analyses que nous devons mener des expériences révolutionnaires ne justifient pas le reniement de notre mémoire. On court après la nouveauté. On dit le XXIe siècle, on part, il faut être absolument moderne. À force de vouloir être moderne, eh bien, on efface notre mémoire et on nage. Voilà. À force de vouloir être moderne, eh ben, on reproduit l'idéologie dominante et les mêmes discours, parce que la classe bourgeoise, elle sait avoir de la mémoire. Ce reniement nous fait passer dans le camp de l'impérialisme capitaliste sans le savoir, tant nous fonctionnons sur le déni de la force de reproduction de l'idéologie dominante. Car c'est là-dessus que je voudrais insister, sur cette force-là. Ainsi, notre soumission à la culpabilité entretenue par les classes au pouvoir est relayée par partis et syndicats sur la période stalinienne, nous fait partager avec elle la haine de la Russie et l'aveuglement de ce qui se passe par exemple dans les pays de l'Est et en Ukraine, ignorant superbement ce qui se joue du point de vue géopolitique et la menace de la déferlante fasciste qui a son œil de cyclone à Kiev, en Pologne ou dans les États baltes. Et c'est vrai qu'à part quelques fédérations, c'est-à-dire à la base, à qui je rends hommage, fédérations du Parti communiste, qui ont vraiment accueilli les maires d'Odessa, hein, parce qu'il y a eu un massacre à Odessa, on aurait dû tous être dans la rue. Eh bien, les 3/4 du temps, on l'a ignoré. Il faut aller sur les forums de la toile pour avoir quelques informations. Il y a quand même une lutte populaire dans le Donbass. On l'ignore, on aurait dû être dans la rue après le massacre d'Odessa. Eh bien, à part Jean-Luc Mélenchon, avec lequel je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, mais enfin, il a le courage de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Eh bien, quelques fédérations, quelques camarades à la base ont dû batailler pour qu'il se passe quelque chose, même au niveau de l'humain. Et nous avons, nous, été quelques femmes, dont Féminisme pour une autre Europe, les premières, l'année dernière, à sortir un manifeste pour dénoncer ce qui se passait en Ukraine et dire ce n'est pas la Russie la coupable, parce qu'on a beau être contre le capitalisme, moi je lutte contre le capitalisme en Russie, mais enfin il faut être clair sur la bataille géopolitique qui se passe aujourd'hui, c'est pas la Russie la coupable, c'est véritablement l'Union européenne et l'impérialisme américain. Quant au féminisme, parce que, je veux dire, il nous a semblé, nous, en tant que féministes, de prendre, si vous voulez, parti, parce que personne ne prenait parti. Donc on s'est dit, à nous les femmes, qui faisons une analyse qu'on croit juste, eh bien, de dire ce que nous, on pense en tant que femmes. C'est pour ça qu'on a fait ce manifeste pour l'Ukraine et pour la lutte dans le Donbass, en tant que femmes, en tant que féministes. Et en même temps, parce que les femmes en Ukraine, eh bien, se battent dans le rang du Donbass. Quant au féminisme, il est invoqué dans une posture de revendication multiple sans évoquer l'histoire de son mouvement, de ses racines, sans l'avoir intégré dans la pratique quotidienne des mouvements, des associations, des partis et des syndicats. Faute de savoir de quoi nous parlons, lorsque nous faisons appel au féminisme ou au communisme, c'est à la condition d'avoir au préalable enlevé à ces mots le tranchant de ce qu'ils portent. Comme le dénonce Badiou, nous répétons comme des perroquets le bilan du communisme proposé par la bourgeoisie et nous n'évoquons le communisme que de façon honteuse. J'ajouterai qu'on s'en tient à une conception réformiste ou utopiste du communisme telle qu'elle était proposée avant Marx et avant la Commune de Paris. C'est un communiste qui se garde bien de penser la question de l'État, c'est-à-dire la question des rapports de production, et qui croit que l'autogestion ou la gratuité ou la reprise d'entreprises par les ouvriers, c'est déjà le communisme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour ça, mais ça veut dire que si on n'a pas créé un mouvement politique pour le communisme, dans lequel, parce qu'on peut reprendre, si vous voulez, on peut reprendre, les ouvriers peuvent reprendre les entreprises et on va gérer ça sur le mode capitaliste. Je veux dire, regardez l'expérience de Fiat au moment de 68. Je veux dire, ça a été la grande désillusion. Et on risque de se désillusionner en croyant qu'il suffit de cette pratique économiste pour faire déjà un mouvement communiste. Non, on peut être complètement rattrapé par, bien sûr, le processus capitaliste. Donc s'il n'y a pas avant tout la création d'un mouvement politique fort qui va vers le communisme, on sera dans la désillusion totale. La désillusion, donc, risque d'être cruelle. Et en fait, on est toujours désillusionné, c'est ça la problématique. C'est-à-dire, on croit avancer, on se dit formidable, on a avancé, puis
crac, le processus capitaliste nous récupère. Et c'est ça la désillusion. Là encore, je ne vois pas émerger, je dois le dire, la pensée d'un communisme de nouvelle génération qui se proposerait une vision stratégique de la révolution. Mais bien sûr, Clémentine Autain nous propose peut-être, hein, d'ailleurs toute la gauche se cherche, et je suis pour, mais il ne s'agit pas simplement d'une question, comment dire, de forme, il s'agit aussi d'une question de fond, hein, à partir de quelle position on pense. Autant dire, nulle part, pour moi, la révolution n'est à l'ordre du jour, sauf la révolution démocratique. On parle de révolution démocratique. Mais je vous signale qu'elle a déjà eu lieu, la révolution démocratique, hein, c'est 1789. Bien sûr, il faut restaurer la notion de démocratie, mais à quelles conditions? Parce que je pense aujourd'hui qu'une véritable démocratie ne saurait être portée que par un mouvement résolument communiste. Donc la révolution, pour moi, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour, je ne la vois pas. Elle est au contraire ce que l'on s'efforce de ne pas penser. C'est en cela que l'on voit que l'idéologie bourgeoise a triomphé. Et en particulier dans ce que Marx nommait le fétichisme de l'État. C'est déjà du temps de Marx ce qu'il reprochait, hein, à la social-démocratie qui n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Mais c'était déjà du temps de Marx les mêmes batailles que l'on mène aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Pourtant, la révolution, je pense, est toujours ce qui se propose dans les luttes menées dans la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, plus que jamais. Je pense en effet que c'est la révolution et le communisme que les gens attendent, mais c'est-à-dire une parole radicale qui n'a pas peur de nommer ce que c'est. Mais je dois le constater, enfin il me semble que ces luttes sont arrêtées par un plafond de verre que construit le discours dominant qui est devenu hégémonique, c'est-à-dire partagé par tout le champ politique. Ne voyons-nous pas les nouvelles forces politiques de gauche qui sont nées des soulèvements populaires, que ce soit Syriza ou Podemos, par exemple, se constituer pour majorité écrasante d'hommes? Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de Podemos, il y a eu dernièrement une lettre d'une féministe qui se plaint, en effet, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe à Podemos? Ah, il n'y a pas de mouvement féministe, et les femmes ne sont pas vraiment représentées. Donc nous reproduisons à l'infini le même. » Le mouvement, donc la pensée féministe, n'y sont pas inscrits de manière déterminante et la pratique politique et idéologique de ces mouvements reproduisent les mêmes impasses. Mais il est vrai que, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un processus révolutionnaire? Je ne sais pas, mais il faut qu'on se penche là-dessus. Et je crois que toute la gauche doit se pencher sur ce que veut dire aujourd'hui révolutionnaire. Il en est de même, je trouve, en France pour le front de gauche, comme de toutes ses composantes. Pardonne-moi, Clémentine. Que des femmes y soient représentées parfois de manière égalitaire dans certaines instances ne change rien à la problématique de base. Ce n'est qu'au moment, je le rappelle, au moment des élections européennes, il y a eu quelques femmes socialistes, en mal de pouvoir, tout d'un coup, qui ont créé une liste pour les élections européennes. Et à ce moment-là, moi j'ai été stupéfaite, à ce moment-là, la gauche de la gauche, certaines composantes de la gauche s'est réveillée en disant « Ah ben, si on passait si on faisait alliance avec elles, on va rencontrer des femmes. Tiens, on va faire alliance avec des femmes. » Ils découvraient que des femmes existaient. Donc voilà, on en est là, c'est-à-dire on est piégé par l'institutionnalisation et la question du pouvoir. Donc, on doit tirer cette conclusion. Inscrire le mouvement de libération des femmes dans la dialectique révolutionnaire, au cœur même de la lutte des classes, est une nécessité qui préserve le devenir révolutionnaire de la révolution. Car ce mouvement de libération ne vise pas une prise de pouvoir par les femmes, mais au contraire, comme le prolétariat, la libération conjointe des hommes et des femmes des formes de l'oppression, de la discrimination et de l'exploitation. En ne restant qu'au niveau de droits acquis, nous sommes aussi vulnérables à la perte de ces droits, dans la mesure où ce sont les rapports de force politiques qui les préservent et les étendent. Mais leur véritable extension appelle nécessairement le passage à un autre mode de production. Sans cette visée que l'on peut appeler communisme, tous les droits acquis sont appelés à être remis en question, on le voit tous les jours. Mais n'oublions pas que notre lutte vise dans le communisme la disparition de la nécessité d'inscrire des droits pour les femmes dans la mesure où on peut espérer
que dans ce mouvement, l'égalité entre hommes et femmes serait passée dans la pratique. Point d'interrogation, bien sûr. Dénoncer des reculs ne nous donnera pas l'élan pour transformer notre misère en force politique. Soyons clairs, nos gouvernants ne sont pas des incapables, ils ne sont pas aveugles ou incompétents. S'en tenir à cette simple dénonciation, c'est croire à une réforme possible de la conscience, c'est le défaut de la posture humaniste. Or, dans cette lutte des classes, les gouvernants sont tout à fait efficaces et compétents. Ils font très bien le boulot que le capitalisme leur demande en mettant à leur service tout l'appareil d'État bourgeois, et cela est dans la logique de l'État bourgeois depuis sa naissance. À preuve, ils ont pour l'instant gagné la bataille politique et idéologique contre l'émancipation des femmes, de la classe ouvrière et de l'ensemble du monde salarié. La preuve, l'Union européenne, alors là, je tiens à le dire, démontre jour après jour sa véritable identité. Celle d'avoir été construite après-guerre pour l'impérialisme capitaliste et contre le communisme. On l'oublie. L'Union européenne a été construite pour l'impérialisme et contre le communisme. Sa structure de classe, j'ai bientôt fini, hein. Sa structure de classe ne saurait donc être remise en question de l'intérieur. C'est vrai que je m'oppose, bien sûr, à ce fameux mot d'ordre. Une autre Europe est possible à l'intérieur, bien sûr, de la construction européenne. Et pour moi, la gauche, courroie de transmission de l'idéologie dominante, a pourtant fait sienne un discours de l'heure. Pour moi, c'est un discours de l'heure que l'impasse de la Grèce dévoile. Une autre Europe est possible. Alors c'est vrai, on dit qu'il faut soutenir Syriza. Mais moi, je ne pense pas que l'Union européenne va lâcher. Hein. Il faut soutenir Syriza. Moi, je dis qu'il faut soutenir la gauche de Syriza. Hein, il y a un camarade, Eugène Kouvelakis, qui est dans la direction... Statis, pardon, oui, Statis Kouvelakis, qui soutient la sortie, bien sûr, de la Grèce de l'Union européenne. Car cette politique de l'Union européenne, les femmes y sont les premières victimes. Si désespérées d'ailleurs, qu'à l'Est, par exemple, on est très en lien avec les femmes de l'Est, hein, qui sont les grandes oubliées d'ailleurs en général. Elles préfèrent rentrer dans leur foyer plutôt que de travailler. L'Europe est devenue un vaste marché de déplacement et d'exploitation de la force de travail. Posons-nous la question, quelle est la jouissance que l'on en retire pour accepter une telle allégeance alors que nous avions voté contre? Alors que nous avions voté contre. Ainsi, le capitalisme, pour moi, n'a triomphé aussi totalement que porté aussi par les reculs des partis dits d'opposition. Les femmes déjà peu présentes dans la sphère publique, découragées par le barrage idéologique du sexisme, qui tient bien en tant que structure, restent encore souvent cantonnées dans une émancipation individuelle. Mais rappelons-le, cette émancipation porte les germes des transformations subjectives et sociales qui doivent irriguer le sens que l'on doit donner au mot communisme. Sans cela, pour moi, il n'y a pas de communisme. Mais la résistance étant de système, il nous faut renouer avec la construction politique d'un mouvement de libération des femmes qui prennent en charge une nouvelle pratique de la politique. Ce mouvement doit assurer l'autonomie de sa constitution de base, hors parti, hors intégration européenne, pour renouer avec l'internationalisme des peuples. Alors, ça c'est mon... Moi je suis dans le mouvement féministe, hein, bien sûr. Face à la force de la reproduction de l'idéologie patriarcale et l'immobilisme idéologique des structures, ne serait-ce pas à nous les femmes d'inaugurer cette dialectique de masse et une nouvelle pratique de la politique? Bien, nous remercions Nicole Edith Thévenin pour cette première intervention. Donc je vous rappelle, c'était indiqué sur l'invitation, mais donc elle est philosophe, psychanalyste, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris 8. On trouve de très nombreuses contributions sur le féminisme, sur Internet par exemple. Des entretiens pour l'humanité, pour Res Publica, pour les communistes unitaires, pour les féministes pour une autre Europe. Elle a fondé le mouvement féministe et communiste, donc Elle Voix Rouge, dans les années 70. Et je vais relever, c'était dans un entretien à Lima, il me semble que c'est ce qui a été dit, réduire le féminisme à la seule défense des droits des femmes est un recul idéologique et politique. Il convient non seulement de résister dans ce courant, mais surtout de résister au courant. C'est un petit peu ce que vous avez développé. Et puis, il me semble que vous faites vôtre
formule de l'atelier qui est derrière vous, le temps de la lutte, doit être celui de la pensée, Oui. d'après ce que vous avez dit. Oui, oui, je voulais justement remercier cet atelier. Pardon ? Juste, je voulais simplement dire, par rapport justement à cet abandon de la théorisation, il faut rendre hommage à cet atelier, mais j'aimerais bien que ça se multiplie un peu partout, parce qu'enfin, on peut discuter vraiment sur le fond. Avant que Clémentine commence, je vais faire une toute petite présentation de Clémentine Autain, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc une militante féministe, une femme politique, co-directrice du mensuel Regard, éditorialiste sur RTL, BFM TV, c'est tout, je crois. Oui. Plein de choses. BFM non. Plus. Voilà. Cofondatrice de l'association féministe Mixité. Elle a participé donc dès sa création à la Fondation Copernic. Elle fut conseillère municipale à la mairie de Paris, chargée de la jeunesse. Elle est maintenant conseillère municipale à la mairie de Sevran, c'est ça ? Et elle est l'une des porte-paroles d'Ensemble, c'est pour ça qu'elle était là tout à l'heure à 17h, la troisième force politique du Front de gauche. Je sais pas si ça marche comme ça. Ou si je me lève, si c'est mieux, je sais pas. Comme ça, vous m'entendez ou pas? Oui, ça marche. Je suis un peu embêtée. Alors, je vais essayer d'être... parce qu'en fait, il est 19h et si je sais pas jusqu'à quelle heure on a. 20h30 et ce serait dommage qu'il n'y ait pas de débat. Donc, les questions soulevées sont assez importantes, stratégiques et j'ai des points d'accord beaucoup et des points de désaccord. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir aller dans le cœur de ces désaccords, mais bon, je vais essayer d'être le plus bref possible et de ramasser ce que j'avais prévu de dire. Première remarque, le féminisme sans racines, peut-être qu'il correspondait, non, le féminisme sans racines, peut-être qu'il correspondait à une époque qui était celle où le mouvement de libération des femmes en 1970 pouvait titrer Année zéro à la une de ce numéro de Partisans. Je ne crois pas que la génération féministe, en tout cas celle à laquelle j'ai appartenu, j'ai plutôt le sentiment que c'est l'inverse. C'est une génération féministe qui est très imprégnée de l'histoire féministe, bien avant d'ailleurs le mouvement de libération des femmes, et qu'il y a une conscience d'une certaine manière plus aiguisée de cette histoire-là, et en même temps le mouvement féministe auquel j'appartiens depuis une vingtaine d'années, enfin moins directement maintenant, mais en tout cas il y a une vingtaine d'années, pendant pas mal d'années, me semblait mais n'était pas celui de masse des années 70, de masse. Voilà, comme il y a eu encore plus de masse sous la Troisième République, mais disons que le mouvement féministe des années 68 fait partie des mouvements réellement forts dans la société, alors que quand j'ai créé Mixité avec d'autres en 1997, c'était dans la foulée de 1995, donc quand même des grands mouvements sociaux de novembre-décembre 95, mais pas de même niveau. Et les noyaux féministes avec lesquels moi j'ai milité me semblaient assez imprégnés de cette histoire féministe. Et donc je pense que quand on aborde la question féminisme et communisme, moi j'avais envie de revenir justement sur quelques éléments d'histoire. Les deux termes entre féminisme et communisme mériteraient déjà en soi une conférence chacun, mais leur articulation a ceci d'intéressant que le mouvement féministe a eu pour une part un creuset qui est le creuset de la tradition du mouvement ouvrier. Et c'est pas tout à fait anecdotique, puisque notamment au XXe siècle, donc le terme féministe est apparu très tardivement, à la fin du XIXe siècle, et le féminisme, des bribes, en tout cas des prototypes de féminisme apparaissent avec cette brèche qui est ouverte par la Révolution française en 1789. À partir du moment où la pensée des Lumières énonce les hommes naissent libres et égaux en droit, ils ouvrent une brèche intellectuelle pour dire, mais alors, si on est libre et égaux, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre les hommes et les femmes? Donc il y a une brèche qui s'ouvre, et dans le même temps, comme vous le savez, la Révolution française ferme aux femmes l'accès aux responsabilités, au fait même d'être citoyenne. Donc la brèche est ouverte en même temps qu'elle est refermée par un universalisme masculin
qui voilà, n'est pas ouvert aux revendications féministes. Mais à partir de là, enfin aux revendications des femmes et de quelques femmes à ce moment-là, ces pionnières qu'on retrouve dans les années 48, 1848, au moment de la révolution de 48, qu'on retrouve en 1830 aussi, en 48, les femmes de 48, et puis après, au moment de la Commune, et avec cet âge d'or que fut la Troisième République, progressivement pour le féminisme, progressivement se battent dans ce creuset-là, avec et contre, si j'ose dire. C'est-à-dire que, aussi bien en 48, les femmes de 48, qu'au moment de la Commune dont on parlait, c'est à chaque fois ces irruptions révolutionnaires, populaires, qui favorisent l'émergence de clubs, de journaux, puis de mouvements féministes, mais sans cesse dans un rapport qui est un rapport conflictuel, puisque les femmes sont exclues, ne trouvent pas leur place, sont obligées de se battre, etc. Et quand Hubertine Auclair, en 1872, utilise pour la première fois le terme de féminisme dans son sens contemporain, moderne, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, elle le fait, et elle le fait alors qu'elle-même est une militante socialiste, donc de la tradition du mouvement ouvrier. Et il y a ce grand discours que vous pouvez trouver d'ailleurs là-bas dans le petit livre de recueil de textes que j'ai préfacé, de textes historiques, qui est vraiment un texte magnifique qu'elle prononce dans un congrès à Marseille, où elle arrive devant un parterre de socialistes, et où elle tente de les convaincre que le prolétaire du prolétaire, c'est la femme du prolétaire, enfin voilà, on est toujours plus inconnu que le soldat inconnu sa femme, on est toujours déjà dans cette même idée, et elle tente de convaincre le mouvement socialiste de la pertinence qu'il n'y a pas en fait de révolution socialiste sans prise en considération de l'émancipation des femmes. Ça se fait dans un rapport qui est d'ores et déjà conflictuel en réalité. C'est à la fois le creuset et le conflit, et c'est ça que je trouve tout à fait intéressant dans le rapport entre féminisme et communiste, socialiste, tradition du mouvement ouvrier, tradition révolutionnaire. Sous la Troisième République, je dirais que la façon dont les choses se sont jouées, le féminisme est devenu mouvement de masse, tel qu'on ne l'imagine absolument pas aujourd'hui, avec un pan révolutionnaire qui du coup a été plus marginalisé, puisque les grandes heures de cette Troisième République féministe, c'est aussi les grandes heures d'un féminisme très modéré, hein, où il y a d'ailleurs par exemple une guerre entre un courant plus classique, notamment, ça y est, son nom m'échappe à l'instant au moment où je le dis, tu vas me sauver tout de suite, cette franc-maçonne, on connaît qu'elle. Sous la troisième... Non, pas du tout. C'est affreux d'avoir ce trou à cet instant. La femme de Léon Richer. Ah, c'est incroyable. C'est terrible. Mais Maria de Rem, merci. Personne, non, dessus. Voilà, Maria de Rem, qui donc est tenante d'un féminisme plus modéré, et en face toujours cette Hubertine Auclair dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, elle, est une suffragette qui pense qu'il faut des actions qui sont des actions très fortes, d'aller dans les bureaux de vote pour mettre par-dessus bord les urnes et faire ce qu'aujourd'hui on appelle, et qu'on dirait moderne, les fameux happenings, ces formes qui permettent d'être dans les médias. Déjà, ces féministes-là le font. Elles ne paient pas ses impôts en disant « moi, je ne paie pas mes impôts justement pour un État qui est un État patriarcal », enfin, tu n'utilises pas ces termes-là, mais puisqu'il n'est pas conforme, je refuse de payer mes impôts. Donc ce sont des coups d'éclat, et il y a déjà cette discussion à ce moment-là entre qu'est-ce qui permet le plus d'avancer, un féminisme modéré qui est à même d'engager plus de femmes dans le mouvement, ou un féminisme radical qui est sans concession et qui, très tôt, dès la fin du 19e siècle, dit la question du suffrage, donc doit être une question posée, quand d'autres disent « bon, ben non, il ne faut pas le poser ». La suite du conflit, si j'ose dire, se fait aussi à partir du moment de la création du Parti communiste français, un conflit qui se fait sur la nature de cette question d'égalité homme-femme qui commence à prendre. Le premier féminisme, en tout cas en lien avec le communisme au sens parti communiste français, en France, hein, je parle uniquement de la France, se fait dans un rapport conflictuel sur une autre affaire qui concerne l'option les mères de la patrie. C'est-à-dire une égalité qui est pensée dans en fait une division sexuée de la société, où les femmes sont les mamans et on les aime et on doit reconnaître leur rôle parce qu'elles sont les mères des citoyens de demain.
le Parti communiste français, avec la forte personnalité de Jeannette Vermeersch, à ce moment-là, je dirais, à la fois compris une partie de la question et passé à côté de l'autre partie de la question pour ne pas défendre du coup le suffrage de façon nette et claire, hein, ce qui a été quand même une difficulté, et développer un mouvement féministe qui a été un mouvement féministe de type essentialiste et pas vraiment le féminisme matérialiste révolutionnaire dont nous aurions eu besoin. Et ça crée là aussi du conflit et de l'articulation qui n'est pas aboutie. En 1949, quand Le deuxième sexe sort, est paru, vous savez bien, la problématique qui sera celle des années 68, qui est engendrée par la réaction qui existe au sein du Parti communiste français et qui considère que le deuxième sexe n'intéresse pas les ouvrières de Boulogne-Billancourt. Ce problème-là est un problème qu'on retrouve en 68, avec la difficulté, pour ce qui est du Parti communiste français, de comprendre exactement ce qui se passe dans ce mouvement et d'accepter le cœur de la revendication révolutionnaire féministe. Et je pense que le mouvement de 68 a permis l'émergence de mouvements féministes en tant que tel, du mouvement de libération des femmes, et en même temps il s'est créé par rupture avec ce que des femmes n'ont pas réussi à porter dans le mouvement. Et c'est toujours dans ce rapport conflictuel, et c'est pour ça que là je te rejoins en disant, s'il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, il n'y a pas de percée féministe, enfin, il y a un lien entre les deux, mais à chaque fois ça se fait dans un rapport qui est un rapport conflictuel, parce que le mouvement révolutionnaire, l'irruption révolutionnaire, met à distance les femmes, ne comprend pas cette question-là, et sans mouvement féminin au démarrage, féministe plus mixte aujourd'hui, mais sans qu'il y ait des mouvements autonomes qui portent cette question-là, le rendez-vous ne se fait pas entre les processus qui vont vers une révolution anticapitaliste ou une révolution qui est liée à la tradition du mouvement ouvrier, et de l'autre côté, ce féminisme qui porte la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, avec lui aussi ses courants différents, puisqu'on a des courants essentialistes, des courants révolutionnaires, vous avez un féminisme qui n'est pas homogène, donc il faut aussi s'entendre sur ce que signifie féminisme, et le féminisme que l'on veut, et la révolution que l'on veut porter. Alors j'en viens à la question de, aujourd'hui, comment ces deux affaires peuvent et doivent s'articuler. Moi, je ne crois pas qu'il n'y a pas eu de... Enfin, que les mouvements sont restés imperméables. Je pense que dans la famille issue de la tradition du mouvement ouvrier, il y a une prise en considération qui est totalement insuffisante, qui est sans doute pas mûrie, etc. Mais on ne peut pas dire qu'on en est au stade de ce qu'on vivait dans les années, sous la Troisième République par exemple, ou même en 68. Je pense qu'il y a une prise en considération plus sérieuse de l'enjeu féministe, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la mise en cause du système patriarcal, même si je ne reprendrai pas ton terme, parce que je ne crois pas qu'en France aujourd'hui, enfin moi je préfère le néologisme de Nicole Claude Mathieu, qui parle de viriarcat, d'une société dans laquelle aujourd'hui on a une domination du masculin sur le féminin, mais justement qui prend en considération le fait que des éléments absolument structurants du patriarcat ont été mis à bas au XXe siècle. Et ça fait d'ailleurs partie des acquis du mouvement féministe. Des acquis qui concernent essentiellement la loi, parce qu'au XXe siècle, ce qui a été obtenu, c'est essentiellement l'égalité dans le droit. Hein. Ce sont des lois, beaucoup de lois, qui ont permis quand même de changer matériellement des choses. Je veux dire, le droit à l'avortement, la contraception ou le droit de vote, ce sont non seulement des changements structurels très concrets, hein, qui brisent le fondement même de la division sexuelle de la société, historiquement, puisqu'à partir du moment où la hiérarchie historique voulait que les femmes étaient cantonnées à la sphère privée, hein, au domaine de la maison, avec un travail gratuit, bénévole, une exploitation de l'esclavage, et de l'autre côté, les hommes investis dans la sphère publique, avec la possibilité de travailler, d'être salarié, d'avoir des mandats et d'être donc dans la sphère qui est la sphère publique. Quand vous donnez le droit de vote aux femmes, puis ensuite le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, et que de l'autre côté, vous permettez le droit à l'avortement, à la contraception, vous touchez aux deux sphères. C'est-à-dire vous brisez ce qui a constitué justement la division et la hiérarchisation historique des rapports entre les hommes et les femmes. Donc, je crois que c'est une révolution au XXe siècle dans le droit, mais pas simplement dans le droit, dans les représentations également. Ça touche aussi aux représentations, qui est tout à fait fondamentale et tout à fait révolutionnaire. Et qui d'ailleurs
montre que les féministes ont quelque chose également à dire dans ce que peut être un processus révolutionnaire. Au XXe siècle, vous avez une révolution qui se fait à coup de quoi? De mouvements populaires, de lois nouvelles, de prise de conscience qui touche à tout ce que nous avons dans nos mentalités, dans la construction de la reproduction, justement, de la domination. Et moi, je trouve que ça fait partie de la force du féminisme. C'est de ne pas imaginer que le mouvement d'émancipation ne se jouerait que dans la loi, que dans la prise de pouvoir, mais que ça se joue à la fois dans la loi, à la fois dans les mentalités, à la fois à la maison, ouvrant des champs, y compris, de l'émancipation qui, autrefois, était fermée, car réduit, justement, au rapport de production classique. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça ne veut pas dire que dans le féminisme, il n'y a pas le mode de production domestique qu'on connaît, etc., etc. Bien sûr, hein, que ça joue, et ça joue de façon fondamentale. Mais c'est une des leçons, me semble-t-il, du féminisme. Et donc, quand on en arrive à la période actuelle, ce qu'on constate, c'est que le féminisme se joue dans cette question essentielle qui est de savoir comment on passe de l'égalité formelle que nous avons conquis dans la loi à l'égalité réelle pratiquée dans la vie. Or, le féminisme s'est aujourd'hui perdu, je crois qu'il s'est perdu, dans ce que tu décris, c'est-à-dire peut-être, je ne le dirais pas comme ça, mais conformisme, en tout cas une espèce de... comment dire, oui, d'idéologie bourgeoise si tu veux, mais je trouve que ça fait partie de son gain aussi. Tout le monde, même à droite, dit maintenant « je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes ». Ça ne vous aura pas échappé. Donc ça, j'estime que ça fait partie d'une certaine manière des victoires du féminisme. Et en même temps, c'est un paradoxe, c'est en observant cela qu'on peut mesurer qu'il y a une panne de cette égalité réelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la faire avancer. Et comme nous n'arrivons pas à la faire avancer, c'est aussi que le tranchant du féminisme et de son mouvement, et j'utilise le même terme que toi, a perdu de sa force. Et donc on est dans ce moment paradoxal où l'idée a grandi et en même temps tout ce qui a fait la subversivité, le tranchant et donc la possibilité de transformation du féminisme se trouve aujourd'hui dans un moment qui est un moment de panne. Je le crois profondément, hein, de panne, c'est-à-dire on n'arrive plus à trouver le bout. Or, pour lutter contre cette panne et retrouver du tranchant et de la subversion au féminisme, il faut impérativement savoir l'articuler aujourd'hui à une révolution plus profonde qui est celle de la contestation des normes capitalistes et néolibérales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien obtenir dans un cadre capitaliste du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'avancée dans ce cadre-là. Et c'est très très concret. Vous voyez la question de l'avortement. Tout le monde va vous dire oui, mais il n'y a pas de problème, on est pour. Enfin, tout le monde. Alors maintenant, on a l'extrême droite en ligne de mire. Enfin, bon, globalement, on va dire qu'en France, il y a une avancée substantielle de cette question-là et que voilà, tout le monde. Mais si vous fermez des centres IVG, si vous n'avez pas les moyens d'un apprentissage pour les femmes dans les écoles, pour connaître son corps, etc. Si la pilule qu'on vous donne maintenant tout le temps, de 3e, de 4e génération, n'est pas remboursée, etc. Quelle maîtrise de la fécondité véritable vous avez? Vous n'y arrivez pas. Or, dans le cadre des politiques néolibérales que nous menons, nous voyons bien qu'il y a des verrous aux possibilités concrètes de faire vivre l'égalité. Je le prends sur cette question-là, mais c'est vrai sur la question des violences faites aux femmes. Pareil, vous avez des campagnes, on vous dit c'est grave, ça y est, on est sorti un peu du tabou, et puis d'un seul coup, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que quand vous n'avez pas de moyens pour la justice, que, encore une fois, ce qu'on a dans nos têtes est ce qu'on a dans nos têtes, que les femmes ne peuvent pas parler, que quand elles vont porter plainte, le commissaire, enfin la personne qui reçoit la plainte n'a jamais entendu sérieusement parler de ces questions et est maladroite. Bon, ça veut dire qu'il faut tout un système de formation, d'information. Faut que la justice puisse travailler dans des conditions dignes et qu'elle ait les moyens de traiter les affaires qui se présentent à elle en moins de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et bien pour faire tout cela, il vous faut des moyens. Il faut des moyens financiers. Et dans le contexte actuel néolibéral, ça ne fonctionne pas. La précarité, ça a été dit. Les femmes sont rentrées massivement sur le marché du travail salarié dans les années 60. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un backlash. C'est que les femmes sont en train, pour une part, de retourner à la maison, parce que, il y a ce surchômage qui fait qu'on est obligé d'être dans cette affaire-là et que les femmes deviennent l'appoint et qu'elles se retrouvent dans les métiers qui sont les métiers précarisés. Je parlais tout à l'heure de la caissière de supermarché, mais voilà typiquement une forme d'exploitation très contemporaine qui correspond aux deux, c'est-à-dire une exploitation capitaliste et sexiste parce que ce sont les femmes qui occupent ces emplois précaires au 3-8 et pénibles.
Et donc il y a bien une articulation entre les deux. C'est-à-dire si on ne sort pas de la précarité et de la logique néolibérale, ces femmes continueront à être dans des situations qui sont des situations extrêmement précaires. Donc je crois que nous avons aujourd'hui une voie pour redynamiser le féminisme contemporain, qui est une voie qui permettrait d'articuler la critique fondamentale du capitalisme et au néolibéralisme avec notre exigence d'égalité véritable entre les hommes et les femmes. Et les deux vont ensemble, ce qui ne veut pas dire que dans bien des domaines, par exemple sur l'égalité salariale ou même sur l'égalité dans la sphère politique, des choses ne puissent pas avancer dans un monde capitaliste. Et c'est là toute la difficulté de la tâche. C'est que dans un monde capitaliste, il y a des choses qui peuvent malgré tout avancer. Et qui fait dire que dès que ça avance, alors ça peut être récupéré par le système bourgeois, et donc ce n'est pas une question. Et j'invite à lire de ce point de vue Slavoj Žižek, qui est un des grands intellectuels révolutionnaires communistes contemporains. Que nous dit Slavoj Žižek? Il dit que précisément, puisque les avancées, l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent exister en régime capitaliste, alors les combats féministes nous détournent du vrai combat, qui est celui contre la structure, le dur du dur, le mode de production, etc. Et que tout ce qui concerne les homosexuels, l'environnement, etc., l'antiracisme, finalement, ça nous détourne du combat central, qui est le combat central contre le capital. Et je pense que là, on touche à un des nerfs de la guerre, qui est comment réussir à articuler les questions en acceptant qu'il peut y avoir une part du sujet qui peut avancer en régime capitaliste et qu'en même temps le système capitaliste est une voie d'impasse pour aller vers l'émancipation véritable. Et ça veut dire que les questions ne se recoupent pas totalement, qu'elles ne se recoupent pas totalement l'une l'autre. Il y a une part qui se recoupe et une part qui ne se recoupe pas. Et on en revient par exemple à la question des femmes bourgeoises violées, qui était une des questions qui avait fait beaucoup débat dans les années 70 au moment du MLF, où la question c'est est-ce que c'est d'abord une bourgeoise ou est-ce que c'est d'abord une femme violée? Non, mais je ramasse et je fais court, mais les questions, elles se posent de cette manière-là. Et je trouve que là, il y a un piège aussi tendu dans le système contemporain. C'est qu'on voudrait nous faire croire que la question féministe ne se pose plus maintenant que dans les banlieues, où le sexisme n'existe plus que de la part de bandes de barbares, en général des musulmans, des jeunes garçons arabo-musulmans, qui eux sont dans les quartiers, mais que en haut de la sphère ou ailleurs, finalement, cette affaire-là serait réglée. Et là, nous avons une intervention pour dire que justement, il faut lier les luttes féministes entre elles et ne pas opposer le sort de jeunes qui peuvent subir en effet ce qu'on appelle des tournantes dans les banlieues, mais qui ne sont rien d'autre que des viols collectifs, avec des questions qui peuvent être celles de l'égalité salariale dans des sphères qui sont des sphères plus bourgeoises, blanches de la société. Et je pense qu'on peut tenir ces deux bouts-là sans tenir ces deux bouts-là tout en contestant le système capitaliste et les rapports au pouvoir. Mais je veux dire très franchement que si nous laissons penser, que nous n'aurions rien gagné ou peu gagné, et que sans une grande révolution, dont on ne voit pas une révolution au sens radical, immédiat, brutal, comme la Commune, tu citais la Commune, et 17. En termes d'imaginaire, et c'est pas pour ne pas les voir, mais la Commune, ça a été quand même un bain de sang, et que bien sûr c'est de la faute des contre-révolutionnaires, c'est une évidence, mais ça suppose de travailler une stratégie qui nous permette de nous prémunir de ces contre-révolutionnaires qui existent. Et que pour l'instant on est dans ce moment, on est dans cette difficulté, c'est comment, parce que si demain tu dis une grande révolution mais qu'on n'a pas bien anticipé sur la question de l'État, sur les moyens dans la durée, sur comment on transforme durablement le système, on ne passe pas du régime actuel à la démocratie véritable en une nuit, 2 ou même 6 mois ou même 100 jours, enfin ce que vous voulez. Ça n'est pas la vérité. On ne passe pas de milliers d'années de domination masculine à un système dans lequel il y aurait une égalité totale entre les hommes et les femmes. Tout simplement parce que justement, c'est pas pour en rabattre, je dis pas ça du tout pour en rabattre sur l'objectif. Je dis juste que ce qui doit nous interroger, c'est aussi la possibilité humaine
de transformer nos propres destins. Et nous voyons bien que nous sommes nous-mêmes façonnés par ça, et que nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous émanciper totalement des stéréotypes, des façons dans lesquelles nous avons été élevés. Il y a le temps pour ça, la démocratie véritable. Comment voulez-vous qu'on passe du jour au lendemain de ce que nous avons connu là à une démocratie totale et véritable? C'est évidemment par des ruptures successives que cela peut voir le jour. En tout cas, c'est ma conviction et je pense que c'est cette question-là que nous devons avoir. Et c'est pourquoi sur Syriza, quand tu en arrivais jusqu'à Syriza, doivent-ils sortir de l'Europe et donc de l'euro et donc de l'Europe? C'est une question stratégique importante, mais c'est un grand saut dans le vide aussi. Parce que s'ils sortent de l'euro, on n'est pas encore totalement sûr qu'ils ont une solution qui ne plonge pas le pays dans un marasme économique brutal et dont ils ne sortiront pas. Donc moi, je ne suis pas grecque et je ne suis pas capable d'avoir une position aussi précise, peut-être que celle de Statis, etc. Mais je veux juste dire que c'est pas si simple et que s'ils étaient capables de réussir dans le cadre actuel par le biais d'une mobilisation populaire européenne, ce serait quand même plus sûr comme solution par rapport aux populations qui sont les populations concernées. Et donc, je suis d'accord sur le fait que nous avons besoin de retrouver un souffle révolutionnaire et une articulation entre communisme au sens... ça, c'est là où il faut... Le mouvement réel qui abolit l'ordre des choses existantes, qui cherche la mise en commun, le partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs, des temps de la vie aussi. Totalement d'accord avec cette articulation dans les deux, mais je pense que les deux traditions ont à prendre l'une de l'autre. Et quand je parlais de la façon de mener les révolutions, ma conviction, c'est que le mouvement féministe, dans sa diversité y compris, a donné une belle leçon de révolution au XXe siècle. C'est une révolution inachevée, mais c'est une révolution qui a eu lieu. Aujourd'hui, mettre un pantalon, non mais vous vous rendez compte, il y a un siècle, on n'avait pas le droit de mettre un pantalon, on ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari, on n'était pas des citoyennes à part entière, on ne pouvait pas voter. C'est énorme, c'est une révolution qui est absolument considérable. Elle est profondément inaboutie, totalement inaboutie. Mais c'est une rupture à l'échelle de l'histoire qui est énorme et qui s'est faite par des mobilisations des femmes, des personnes concernées elles-mêmes, et des changements dans l'ordre institutionnel, mais pas seulement. Et donc, et de l'autre côté, je crois qu'en effet, le féminisme a aujourd'hui une seule voie pour se ressourcer, c'est dans la critique du système capitaliste et du néolibéralisme, sans quoi il est ce prêchi-prêcha actuel, espèce de politiquement correct, et qu'on entend très très souvent, et qui surfe sur l'écume des choses, je trouve, souvent en tout cas, qui ne va en effet pas du tout à la racine des problèmes, et qui a le goût de la querelle sur les petites choses, parce que vous avez remarqué que les féministes aujourd'hui passent leur vie à s'empailler sur la prostitution. Autrefois c'était la parité, on s'est beaucoup engueulé sur la parité, puis on s'engueulait sur la prostitution, puis on s'engueule maintenant sur la GPA et sur le foulard. Pendant tout ce temps-là, mais alors s'engueuler, c'est un niveau stratosphérique d'engueulade, hein. C'est au point de ne plus pouvoir se parler. Enfin, sur le foulard, vous imaginez comment les divisions ont pu se faire. Sauf que le mouvement féministe, aujourd'hui, dans sa diversité, est pétri de ces divisions-là et n'a pas comment dire. Je trouve que ces polémiques sont à l'image de sa panne stratégique et sa capacité à redonner ce goût et ce tranchant à comment, dans le siècle et les siècles qui arrivent, on est capable de dessiner les phases ultérieures pour arriver à l'égalité véritable. Et je trouve que ces polémiques sont le signe de la panne, en fait, de cette panne-là à redonner du tranchant et de la perspective à cet idéal, parce que c'est vrai que c'est pas très simple d'imaginer le monde de l'égalité. Il y a les théories queer qui tentent d'être dans une vision un peu uniquement sur les représentations et qui gomment la théorie queer que vous connaissez, emportée notamment par Judith Butler, et qui a pas mal cours en France, hein, qui vise à déconstruire, c'est ce qu'on appelle improprement la théorie du genre, c'est-à-dire de déconstruire les identités sexuées, et je trouve qu'elle est intéressante, c'est une part de la question, mais que le fait qu'elle soit très en vogue en ce moment, c'est aussi le reflet de la façon dont on a gommé les enjeux plus classiques, si j'ose dire, du mode de production et de toucher aux enjeux du capitalisme et du néolibéralisme.
Et on ne s'en sortira que si on est capable de revenir à ce fondamental. Ça fait 1h30 que vous écoutez, je vous vois, je pense que ça doit être relativement long et vous avez maintenant plein de questions. Bon, Clémentine